Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Cannes et ses alentours parce qu'on va découvrir ensemble les crashs de 3 bombardiers B-24 Liberator. Ce sont, comme le nom l'indique, des avions qui sont là pour larguer des bombes, des avions de plus de 30 tonnes. Donc, on est aujourd'hui en compagnie de monsieur Philippe Castellano, spécialiste des crashs et des histoires d'avions de la Seconde Guerre mondiale. Il est connu également pour avoir identifié l'avion de Saint-Exupéry et bien entendu auteur de ce magnifique ouvrage Liberator. On va le suivre aujourd'hui, nous raconter l'histoire du 25 mai 1944 où des bombardiers Liberator ont quitté l'Italie en direction de Givors, près de Lyon, pour bombarder une gare de triage. Et malheureusement, au cours de cette mission, 3 d'entre eux ne vont pas rentrer à leur base en Italie et ils vont se crasher ici, dans les environs de la ville de Cannes. Donc, c'est ce qu'on va découvrir immédiatement avec monsieur Castellano. C'est parti! En ce printemps 1944, une très forte intensification des bombardements sur l'Europe va se faire ressentir et ceci servira de prélude pour les futurs débarquements à venir du 6 juin et ensuite du 15 août 1944 sur le territoire français. Ces bombardements tactiques vont avoir un rôle bien précis à remplir, surtout d'un point de vue stratégique car il s'agira pour les Alliés d'amputer l'appareil défensif ennemi de ses capacités de transport de troupes et de ravitaillement sur les lignes de front en cours en Italie où, je vous le rappelle, les Alliés se battent déjà depuis le 9 septembre 1943. Les objectifs de ces missions seront la destruction des axes de communication tels que les ponts, les gares de triage, des réseaux de chemin de fer, mais aussi les aérodromes ennemis afin de s'assurer la maîtrise complète de l'espace aérien lors de ces attaques. Le nom de code donné pour cette campagne de bombardement sera The Transportation Plan. Nous sommes le jeudi 25 mai 1944, il est 3h du matin quand les équipages des bombardiers des B-24 Liberator, des 464 et 465e Bomber Group se réveillent pour préparer la mission qui les attend aujourd'hui. Juste pour eux, le temps de rassembler quelques affaires, déjeuner en groupe au réfectoire et faire ensuite un brin de toilette car ils sont tous attendus en salle de briefing pour 4h30. Leur objectif du jour va leur être annoncé et ce sera aujourd'hui le nœud ferroviaire et la gare de triage de Givors située seulement à 20 km au sud de Lyon. Cette mission a un rôle stratégique d'importance car elle doit couper l'alimentation en renforts humains et matériels pour les troupes stationnées dans le sud de la France, mais également pour celles dans le nord de l'Italie, toujours en proie à de violents combats en ce mois de mai 1944. Le briefing a le mérite d'être clair et il est désormais bien compris de tous. Pour accomplir leur objectif, chaque bombardier ne pourra emporter pour cette mission aujourd'hui que seulement 2 tonnes de sang de bombes de 226 kg chacune à cause des trop grandes distances à parcourir pour atteindre leur objectif. Ils vont tenter malgré tout d'être le plus efficace possible avec ces charges offensives qu'ils vont transporter. Ainsi, sur la base, tout le monde donne de son maximum, à commencer par les mécaniciens, les personnels d'entretien et autres armuriers qui ont travaillé durement toute la nuit avec souvent peu de moyens dans des conditions spartiates et donc très difficiles pour permettre à ces avions qu'ils puissent pleinement être opérationnels pour leur mission du jour. Avant de regagner leurs appareils, ils vont d'abord se changer et récupérer ainsi leur combinaison de vol, également leur May-West. Les navigateurs vont également récupérer leur plan de vol et ce sera pour tous le moment de se dessaisir de l'intégralité de leurs effets personnels qui permettraient à l'ennemi de les identifier très facilement en cas de chute en territoire hostile. Ils percevront avant le départ un kit d'exfiltration et de survie qui sera nominatif en cas de problème avec leur avion. Un temps de recueillement avec l'aumônier leur sera accordé pour une prière et une messe de protection pour
pour faire face aux multiples dangers auxquels ils vont sûrement être confrontés aujourd'hui. Désormais, ils sont prêts à rejoindre leurs appareils qui les attendent sur le tarmac. L'allumage des moteurs est prévu à 5h45. Nous sommes ici sur l'aérodrome américain de Gioia delle Colle, situé dans cette région des Pouilles italiennes. Et c'est ici que l'intégralité du 464e Bomber Group, composé de ces 4 squadrons qui sont le 776e, le 777e, 778e et enfin le 779e Bomber Squadron. Et ils font tous partie de la 55e Bomber Wings. Ils ont donc établi ici leur quartier pour frapper l'Europe occupée avec leurs bombes. Cette unité est établie dans un camp composé de tentes formant un petit village situé au nord-est des pistes de décollage. Ces appareils, engagés sur cette mission, vont rejoindre très prochainement en vol un autre groupe de Liberator. Ceux-ci appartiennent au 465e Bomber Group qui était basé non loin de là, à Pantanella. Pour cette mission, ne représentant pas de risque particulier, mais surtout compte tenu des très nombreux autres bombardements prévus au-dessus de l'Europe, aujourd'hui, nos appareils ne disposeront malheureusement pas d'escorte de chasseurs pour les protéger durant ce run. Il est désormais 6h30. L'ordre de décollage est donné et les 36 Liberators du 464e Bomber Group prennent leur envol à tour de rôle. Nos pilotes font leur dernier check de contrôle afin de vérifier leur plan de vol et également de se remémorer les consignes qui ont été données ce matin lors du briefing. Ils vont désormais rejoindre les 32 autres B-24 Liberator du 465e Bomber Group qui seront leur convoi de tête lors de cette mission. Ces deux groupes vont établir ensuite leur jonction au nord de la ville de Foggia et ils vont ensemble s'aligner sur leur cap respectif, direction Givor. Aujourd'hui, pour les hommes du 464e Bomber Group, c'est leur première mission aussi loin de leur base, infiltrée en territoire ennemi. Ils se trouveront dès lors à la limite opérationnelle de leur appareil, car ils devront parcourir près de 1200 km de distance pour le trajet aller, pour une autonomie maximum prévue sur les B-24H de 3300 km. Mais déjà, au cours des premières minutes de vol, ce moment qui permet aux appareils de se rassembler et de prendre leur place au sein de la formation de combat que l'on appelle un box, certaines défaillances matérielles vont survenir, principalement sur les systèmes hydrauliques des tourelles de combat, contraignant 3 Liberators à regagner immédiatement leur base. Ces appareils, victimes d'avaries techniques, étaient en train de se positionner à leur place attitrée en respectant l'altitude définie, ce qui constituait dans le ciel des formes géométriques que l'on appelle une position en diamant. Sa particularité était d'offrir le meilleur moyen de défense pour les mitrailleurs de bombardiers face aux attaques de la chasse ennemie. La feuille de route prévoit aujourd'hui plusieurs étapes entre villes et points géographiques remarquables à rallier afin que personne ne s'égare durant ce convoi. Au départ de l'aérodrome de Gioia, le premier point à atteindre sera le cap Circeo, suivi ensuite du cap Corse, puis ce sera la ville de Nice. Arrivé au-dessus des terres, le travail du navigateur se compliquera un peu plus afin de trouver des repères visuels et la direction à suivre sera la ville de Chambéry, suivi du lac du Bourget qui lui sera un petit peu plus facilement identifiable. Et ensuite, ils commenceront tout doucement à entamer une courbe sur leur gauche qui les mènera au nord de la ville de Lyon. À cet instant, les officiers bombardiers vont pouvoir se tenir prêts car l'objectif, Givor, est en vue. Cela fait maintenant près de 4 heures que nos appareils volent sans encombre, si ce n'a été quelques rares tirs de flak ressentis juste au-dessus de la ville de Nice. Nos Liberators avancent à une vitesse d'environ 250 km/h de moyenne, propulsés par 4 moteurs Pratt & Whitney R1830-65 de 2x7 cylindres en étoile décalée pour une puissance d'environ 1200 chevaux chacun. Ils arrivent enfin sur leur objectif, il est 12h50. Dès que les hommes se trouvaient en vol, et plus précisément à proximité des zones de combat, avec les risques très élevés d'être soit interceptés par la chasse allemande, soit d'être pris pour cible par les défenses anti-aériennes, à bord,
tout le monde devait s'équiper de son gilet anti-flaque et rejoindre également rapidement son poste de combat. L'altitude moyenne de ces missions de bombardement est d'environ 6000 mètres, ce qui en rend la précision assez aléatoire malgré la plus grande concentration que peut en donner l'officier bombardier pour tenter de repérer son objectif. Tous ces efforts n'étaient donc pas forcément gage de réussite pour le but à atteindre et dès lors, les erreurs et les dégâts collatéraux étaient malheureusement inévitables. Les sirènes d'alerte anti-bombardement ne vont retentir qu'à 12h56, heure à laquelle les premières bombes lâchées par le 465e Bomber Group explosent en fait sur la ville. Cette défaillance des alarmes va être la cause de très lourdes pertes de civils et de destruction causées à la ville. Les gens s'habituaient tout doucement, au fil des mois, à voir passer au-dessus de leur tête, à très haute altitude, ces formations de bombardiers qui traversaient sans hostilité de leur part le ciel de leur ville. Aujourd'hui donc, la population n'a pas pris la mesure du danger et elle n'a pas rejoint pour cette occasion les abris anti-bombardement prévus à cet effet. Les destructions lors de cette première passe de bombardement sont purement terribles, surtout dans les quartiers résidentiels du pourtour de la gare et principalement dans la faïencerie La Bru, dont les ouvriers étaient encore à leur poste de travail lorsque les bombes éclatèrent, ce qui libéra dans l'atmosphère des vapeurs de produits chimiques des usines du secteur et cela compliquera passablement l'intervention des secours. Mais les Givordins n'en ont pas encore terminé avec ce bombardement. Il est actuellement 13h01 lorsqu'un nouveau tapis de bombes s'abat sur cette ville déjà meurtrie. Ce sont désormais des bombes du 464e Bomber Group qui viennent à leur tour de se déverser, cette fois avec un petit peu plus de précision sur la gare de triage et le nœud ferroviaire de Givors. L'objectif, qui était le réseau ferré pour cette mission, est donc atteint dans de bonnes proportions concernant son niveau de dégâts infligés aux infrastructures. Les Libérators laisseront derrière eux la mort et la désolation. Il faut se rappeler que Givors n'est pas en soi un objectif militaire, mais bien davantage un site d'ordre civil, et c'est pour cela que l'on y dénombrera après ces 2 raids meurtriers autant de victimes. Cette liste comptabilisera de nombreuses destructions, avec près de 38 morts, 99 blessés en tout genre, 55 immeubles détruits, 29 locomotives complètement hors service, 60 wagons atteints, 42 cratères de bombes sur l'objectif principal de la gare et de ses environs, et 35 autres cratères dans des zones périphériques et pavillonnaires où il résidait de nombreux civils. Une petite anecdote, le moulin Moiroux de Givors, qui abrite actuellement les archives municipales et son musée de la Résistance, fut également touché lors de ces raids. Les bombardiers ont ici accompli leur triste mission et ils peuvent désormais entamer leur chemin de retour en direction de l'Italie. Ils vont emprunter pour cela la vallée du Rhône afin de redescendre dans le nord de Marseille pour ensuite longer le littoral varois et arriver ainsi sur le massif de l'Estérel, point à partir duquel ils n'auront plus qu'à bifurquer au-dessus de la Méditerranée pour atteindre la Corse et enfin rentrer à leur base. Malheureusement pour eux, c'est ici que cette mission va sérieusement se compliquer pour les appareils du 464e Bomber Group qui, rappelons-le, ferment la marche de cette mission. Au cours de leur descente le long de la vallée du Rhône, ils ont été repérés par les très nombreuses stations radars disposées tout au long de cet axe et elles sont séparées les unes des autres d'environ 60 km, ce qui leur permet de parfaitement quadriller la zone et bien entendu de repérer toute formation de bombardiers de passage dans leur secteur. D'ailleurs, il y a de très fortes probabilités que ce soit la très performante station radar Falter qui se trouvait non loin de l'objectif de Givors. Elle était en fait sur la commune de Chazelles-sur-Lyon et c'est sûrement celle-ci qui a signalé et repéré l'arrivée des bombardiers sur Givors et leur trajet supposé de retour. Comme toutes les stations radars de la Luftwaffe, elles portent en fait le nom d'un insecte ou d'un oiseau en rapport avec l'initiale de la grande ville la plus proche qui était ici la ville de Föhr, d'où le nom de code en allemand Falter
qui veut dire papillon. Malgré la très forte intensité aérienne ce jour, elle va anticiper le trajet de retour de notre escadre de bombardiers et ainsi prévenir la chasse allemande du secteur concerné qui se trouvait déjà en alerte maximale depuis midi. Ainsi, arrivé dans le nord de Marseille, ce sera au Jagd Group Sud, soit le groupe de chasse de la région sud, basé à Istres, d'intercepter les bombardiers. Et ce jour, au décollage, ce sera pas moins que 20 appareils qui vont s'élancer à la chasse des B-24. Cette formation sera composée de Messerschmitt Bf-109 et surtout de redoutés Focke-Wulf 190. Il est 13h40 quand les mitrailleurs repèrent dans le ciel les premiers appareils ennemis qui foncent sur eux en passant immédiatement à l'attaque. Ainsi, tous les mitrailleurs du box du 464e Bomber Group vont répliquer à leur tour dans un déluge de feu visible grâce à leurs balles traçantes. Dans ce combat aérien qui s'opère, plusieurs appareils vont être durement touchés par les obus 20 mm de la chasse allemande, mais les B-24 encaissent le coup sans trop de difficultés. Malheureusement, la situation déjà fort compliquée va encore se durcir un peu plus, car arrivé dans le secteur d'Aguet, proche du littoral, la FLAC qui était ici bien présente sur de nombreux points de défense va entrer également en action en complément de la chasse allemande. Et maintenant, par contre, les B-24 vont véritablement être en grand danger, car ils ne pourront plus encaisser le moindre coup au but supplémentaire. C'est donc un drame qui est en train de se jouer dans le ciel. Angel in the Sky, piloté par le second lieutenant Donald S. Garnis, appartenait au 779e Bomber Squadron du 464e Bomber Group. Ce B-24 de type H, tout comme les deux autres que nous allons découvrir prochainement dans ce reportage, avait une spécificité en plus ce jour-là, car son équipage comptait 11 hommes et non pas 10 comme le prévoit un équipage habituel de B-24. Cela s'explique du fait que le chef de ce squadron, le capitaine Robert Lee Chaser, avait pris place à bord pour commander et synchroniser le 779e, ce qui faisait donc de ce B-24 le leader de son groupe. Les rares éléments et témoignages retrouvés après-guerre de cette histoire nous expliquent qu'entre les dégâts subis par la FLAC, mais surtout principalement par les terribles dégâts causés par la chasse allemande, lancée à sa poursuite, Angel in the Sky fut observé par les autres B-24 du groupe pivoter ses ailes de gauche à droite. C'était le signe convenu durant le silence radio lors des combats pour indiquer qu'il rompait la formation à cause des avaries à bord. Même si la chasse allemande a battu en retraite depuis que le groupe s'est aventuré un petit peu trop au large de la Méditerranée, les minutes de notre appareil sont désormais comptées. Il perd de plus en plus d'altitude, se fait de plus en plus distancé par les autres B-24 du groupe, car il est dans l'incapacité de pouvoir les suivre. Angel in the Sky agonise par 15 à 20 000 au large du Cap d'Antibes et des îles de Lérins. Sa position présumée serait environ 32 km dans un cap sud-sud-est entre le Cap d'Antibes et le Cap Corse. Les derniers témoignages seront ceux des mitrailleurs de queue du groupe filant vers l'Italie. Ils décrivent à ce moment l'observer à basse altitude au-dessus des flots avant de percuter violemment l'élément liquide. Ils observeront au même moment l'ouverture de 9 parachutes descendre lentement au milieu de nulle part, perdus dans l'immensité de la Méditerranée. Il est 13h35. Ces détails sont consultables dans le rapport de perte américain Missing Air Crew Report 5054. Les corps n'ont jamais été retrouvés, l'avion n'a jamais été retrouvé. Voilà encore un grand mystère à élucider pour nos générations futures, parce que avec toute l'expertise qui est la tienne, cet avion a de très grandes chances d'être à très grande profondeur, tu m'as dit.
Honnêtement, oui, je pense que l'avion, contrairement à ce que disent certains rapports américains, qui situent, c'est incroyable, ils situent l'appareil alors que ça fait 10 minutes qu'ils ont dépassé les côtes, à la vitesse de 250 km/h quand même, donc ils sont assez loin déjà des côtes. Il y a encore la chasse allemande qui les poursuit et qui les abandonne. Et certains témoins disent l'appareil du sous-lieutenant Garnis, c'était son nom, le pilote de cet avion. Rappelle-nous s'il te plaît le nom de l'appareil, notre B-24. L'appareil, celui qui est tombé en mer, donc avec le lieutenant Garnis, sous-lieutenant Garnis comme pilote, c'était le Angels in the Sky. Voilà, nous nous trouvons devant l'immensité de la Méditerranée. La Corse est à peu près dans cette direction, donc disparue dans les flots très au Dans large cet de axe-là, cette côte. direction Voilà. l'Italie, c'est ça? On peut dire que la Corse est à peu près dans cet axe-là, oui, tout à fait, dans cet axe-là. Et l'avion a plongé au fond. Et là, donc, on se dirige sur le deuxième, celui qui s'est craché sur Agay, Qui s'appelait Lucky Lady, et malheureusement c'est une Lady qui n'a pas eu de chance. Nous empruntons la départementale 559, route de Traias, qui longe le littoral en direction du petit village d'Agay, le but étant de s'aventurer dans la colline, direction le col de Belle-Barbe. En chemin, nous allons rencontrer d'étranges constructions défensives. Il s'agit de la plus terrible position anti-aérienne de ce secteur, c'est la fameuse batterie du Cap Roux. C'est d'ailleurs celle-ci qui est à l'origine de la destruction de nos 2 prochains Libérators. Mais avant cela, nous allons visiter et tenter de comprendre ce qui la rendait si dangereuse. Tu vois ? Voilà, l'historique militaire du site. Voilà, un très bel endroit. Alors, pour les vestiges historiques qu'il représente, mais surtout pour le paysage qu'il offre, parce que ça avait beau être un endroit militaire, eh bien, ils ont bien choisi l'endroit pour mettre leur cantonnement. Et on se dirige devant la stèle du deuxième crash de la journée du 25 mai 44. La voici. Ce site est commémoré une fois par an, au mois d'octobre, par la municipalité de Saint-Raphaël. Il faut voir cette plaque qui est bien propre, bien nettoyée. Il y a une erreur, je ne sais pas comment ils ont fait. Il y a une erreur sur le numéro matricule de série. L'avion est le 41-29-382 et non 582. On ne pouvait plus le changer, ça a été fait. On retrouve bien la date du 25 mai 1944. Voilà, abattu par la DCA et la chasse allemande. Voilà. Cet avion était le Lucky Lady, piloté par le sous-lieutenant William Trotter. Sur 10 hommes d'équipage, un seul survécu ce jour-là. Il s'agit du pilote William Trotter, très gravement brûlé. Les Allemands le récupèrent près du viaduc d'Antéor, l'amènent sur Toulon. Ils ne peuvent pas le soigner parce qu'il est trop brûlé. Il est donc dirigé sur un hôpital allemand spécialisé à Dijon, où il décédera de septicémie précisément 3 mois plus tard, le 25 août 1944. Aujourd'hui, le corps du pilote, le lieutenant Trotter, est inhumé au cimetière d'Épinal, dans le nord-est de la France. Et son équipage, lui, a été rapatrié
6 hommes ont été rapatriés aux USA et 2 sont aujourd'hui inhumés au cimetière militaire américain de Draguignan. Ce bombardier, de type H, matricule 41 29 382, surnommé le Lucky Lady, va être atteint par la combinaison de la chasse allemande, mais également par l'extraordinaire concentration de canons anti-aériens appartenant aux 8 batteries de flak qui défendaient le secteur du viaduc d'Antéor. Et ce sera au final un obus de 8,8 cm flak qui éclatera directement dans le nez de l'appareil, endommageant gravement de ce fait tout le caravan du B-24 et en lui propageant bien sûr un énorme incendie à bord. Cet obus, très bien placé dans sa cible par les artilleurs allemands, va instantanément tuer à leur poste dans une effroyable explosion projetant des milliers de particules de métal tranchant 6 des 10 membres d'équipage avec, pour commencer, le mitrailleur de tourelle de nez, le Staff Sergeant Dales W. Jones, suivi du bombardier, car son poste se trouvait non loin de la tourelle avant, juste un petit peu en dessous. Il s'agit de l'officier, le second lieutenant Leonard Lee Meyer. Le copilote du Lucky Lady, le capitaine Robert F. McCarthy, succombera de ses blessures aux commandes de son appareil. Les éclats de cet obus fusant de 88 ne vont pas épargner les membres d'équipage qui se trouvaient sur le chemin en fait du blast de cette explosion, au-delà même de la soute à bombe, à croire que cette boule de feu n'épargnera que les 4 autres membres de l'équipage positionnés dans des postes un petit peu plus en retrait. Ainsi, le mitrailleur de tourelle dorsale et mécanicien de bord, le Technical Sergeant Robert T. Grissett, décédera lui aussi à son poste de tir, suivi des 2 mitrailleurs de sa bord qui se trouvaient un peu plus loin dans la carlingue. Il s'agira de 2 Staff Sergeants avec le premier Oakley E. Casey et le deuxième John E. Beck. C'est donc bien ce coup fatal qui est à l'origine de la perte du Lucky Lady appartenant au 777e Bomber Squadron tel qu'il est mentionné dans le rapport de perte 5055. Cet appareil assurait aujourd'hui sa 9e et donc dernière mission de combat. L'explosion du moteur numéro 2, suivie d'une très épaisse fumée s'échappant du moteur numéro 1 avec également de grosses fuites d'essence. Dans ces témoignages, on apprend que le Lucky Lady, juste après avoir franchi la côte en direction de la Méditerranée et fumant de toutes parts, va brusquement effectuer un virage à 180 degrés de façon à se rediriger vers la côte où il sera vu disparaître tout doucement vers la chaîne montagneuse au-dessus du petit village d'Aguet. Voilà, donc parmi les pins, non loin de la stèle commémorative, eh bien, en avançant de quelques pas dans la forêt, on retrouve quelques petits artefacts de cet appareil, des morceaux d'aluminium fondu que l'on va vous montrer de suite. Je crois que Philippe en a déjà retrouvé. Alors, il se trouve qu'il y a eu des gros orages récemment. C'est très sec ici, nous sommes à l'Estérel. Et les gros orages, comme ça tape fort, laminent le sol et tout ça ressort. Je suis venu il y a un peu plus d'une année et j'ai pas vu ces morceaux-là comme ça. Voilà. Et tout ça, c'est de l'aluminium pur fondu qui est principalement lié au moteur. Eh bien, regardez, voilà ce que nous disait Philippe. Vous voyez, des morceaux d'appareil, des petits morceaux de câblage d'aluminium fondu. Voilà. L'avion était une torche. Lorsqu'il est tombé, lorsqu'il a été abandonné, il est tombé en tournoyant sur lui-même comme une feuille morte et il est tombé à plat. Et la preuve, c'est que les photos que nous avons, on voit l'avion complet au sol. Donc tu feras voir la photo. Alors maintenant, je vais vous faire voir quelque chose qui est très rare sur un site de crash d'avion qui date de 79 ans en arrière, donc ça va faire bientôt 80 ans. Lorsque l'avion est abattu, 6 hommes restent à bord. Ils ont été tués, ils seront retrouvés calcinés
dans la carlingue de l'avion. Ces 6 hommes seront enterrés dans une fosse commune à environ 30 mètres dans le nord-est de l'épave. Nous avons retrouvé et localisé cette fosse commune qui a été vidée. Ces 6 corps ont été identifiés après la guerre et ramenés aux USA. Ils sont tous ensemble aujourd'hui dans une fosse commune dans le Kentucky, le cimetière du Kentucky. Ça fait donc 6 hommes. Alors la fosse commune était par là. Il y a un arbre qui avait poussé dedans. Là, il y a un trou devant nous. Voilà ce qu'il en reste, exactement, c'est ça. Et l'arbre a poussé, je t'avais dit qu'il y avait un arbre qui avait poussé. Bravo, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, on dirait un trou d'obus. Il était plus profond quand on a découvert. Et regarde autour, il y avait eu c'est un très vieux remblai, tu vois. Mais bravo, t'as l'œil, Ludo. Voilà. Lorsque nous intervenons sur l'histoire de cet avion, c'était au milieu des années 80, ça devait être 84-85, la première fois que nous sommes amenés ici par monsieur Laugier qui habite la ferme du Grenouillet. C'est sa famille qui a mené les Allemands sur le site du crash parce qu'ils ne connaissaient pas, c'était la forêt. On découvre, dans la forêt, on découvre 2 tombes. Ce sont vraiment 2 tombes, vous voyez ? En réalité, ici, on reposait jusqu'en 1945 Harry Lovell et Robert Génior. Voilà. Là, sur la plaque, on voit, voilà, on peut filmer dans la plaque où il y a tout l'équipage. Vous voyez, on retrouve le Fly Officer, Harry Lovell. Et on retrouve bien sûr Robert Génior qui était radio-opérateur mitrailleur. Et sur la plaque, il est aussi marqué 6 d'entre eux ont été provisoirement ensevelis ici. Puisqu'ici, il n'y a eu que 2 hommes, les 6 autres ayant été enterrés dans la fosse commune un petit peu plus loin. Du fait de leur meilleur état de conservation, lors de leur découverte, ces 2 autres corps d'aviateurs, et aussi parce qu'ils ont été découverts que le lendemain de la sépulture de la fosse commune, le radio-mitrailleur Technical Sergeant Robert A. Génior et le flight officier navigateur Harry E. Lovell furent inhumés ici, un peu plus en retrait que leurs 6 compagnons, avec l'identité complète de leur nom et leur matricule apposée sur une croix posée par les Allemands. Nous avons retrouvé une plaque d'identité, celle du copilote Robert McCarthy. Nous l'avons retrouvé. McCarthy fait partie de la fosse commune. Et cette plaque, elle est, c'est mon ami Jean-François Lafosse qui l'a découverte, qui me l'a remise en main. Elle mesurait, mais même pas le quart d'un millimètre. En épaisseur ? En épaisseur. Elle avait été ruinée complètement. Et lorsque nous avons pris avec précaution. Elle s'est désagrégée, elle était trop abîmée. Ça prouve que l'état, la chaleur qu'a dégagé l'incendie, c'était quelque chose d'une folie. C'était. Heureusement, tu gardes une photo précieusement de cette plaque d'identité, cette dog tag. Je vois qu'il y a quelques personnes qui ont mis également des débris d'avion. Regardez ça. Absolument. Sur la tombe. C'est devenu une coutume. Alors, d'habitude, il y en a beaucoup plus. Il doit y avoir des personnes qui doivent en amener chez eux. D'habitude, il y en a beaucoup plus, effectivement. Ce sont bien des vestiges de libérateurs. Donc en fait, en se promenant sur le site, aux alentours, eh bien, des pérégrinations au milieu des bois, si vous trouvez un morceau de métal, ben regardez, je vais le faire, un morceau d'aluminium fondu, eh bien, la tradition du site eh bien, préconise que les quelques découvertes de l'avion, par mémoire, on les dépose, voilà, ici, sur la petite stèle. Regarde ça. Le pilote du Lucky Lady, le second lieutenant William Olivier Trotter, lui aussi ayant réussi à se parachuter hors de son appareil, fut fait immédiatement prisonnier près du viaduc d'Antéor par les servants de la batterie de Flak en protection de celle-ci, et comme nous l'a expliqué Philippe précédemment, il fut transféré dans un hôpital près de Dijon pour tenter d'y soigner ses affreuses blessures. Et le cas qui sort de ce cas du Lucky Lady au niveau de son histoire, c'est que, et il en manque un pour faire 10, ce 10e ne sera retrouvé au milieu de la forêt grâce à son parachute blanc qui sortait de la forêt par des bûcherons,
en avril 1946, quasiment 2 ans plus tard. Et je possède tous les rapports de découverte du corps avec son portefeuille, les photos, l'argent qu'il avait sur lui. Donc c'était véritablement en fait un squelette accroché au bout de filin de son parachute alors. Le parachute était encore accroché aux arbres. C'était tellement fourni après la guerre ici, c'était une forêt intense. Et cet aviateur, le pauvre, qui était toujours attaché à ses suspens, qui était au sol en état de squelette. Et personne n'avait découvert avant. Et on ne pouvait pas le découvrir parce que la forêt était impénétrable dans les années juste après-guerre. Et les bûcherons qui travaillaient régulièrement, j'ai leur nom, leur identité, j'ai retrouvé un membre de famille d'un des bûcherons qui a toujours raconté dans sa famille comment il avait découvert cet homme-là. C'est le parachute déchiré entre-temps blanc qui attire son regard. Il était avec un ami, il dit tiens, qu'est-ce que c'est, on s'approche. Et là, horreur et stupéfaction, il tombe sur le corps d'un aviateur. Voilà. Alors, ainsi de suite. Donc lui est retrouvé, ça fait 2 ont été inhumés sur place, les 6 dans la fosse commune. Dans les fosses communes et le pilote, ça fait bien 10 ans. Alors, nous voici sur l'artère principale à l'intérieur de cette ville bien connue qui s'appelle Cannes. Elle est connue justement pour son festival international du film, principalement, et bien entendu pour tous ses hôtels et le côté tourisme. Bref, si nous nous retrouvons ici actuellement, eh bien c'est en fait pour continuer et terminer notre petit périple sur les crashs du 25 mai 1944. Et nous allons découvrir ensemble ici le 3e crash qui est le B-24 Strictly for Hunger, crashé sur une petite colline un petit peu au centre-ville, on va dire, de Cannes, qui s'appelle la Croix des Gardes. Allez, on s'y rend de suite pour découvrir ce 3e crash. Le dernier B-24 de cette série va connaître le même destin que le Lucky Lady, car il va être lui aussi mortellement atteint par les défenses anti-aériennes du secteur d'Antéor. Mais revenons ensemble sur le déroulement de cette histoire. Il est environ 13h30, quelque part au-dessus des terres, à l'approche du littoral d'Aguet, quand le B-24 Strictly for Hunger, appartenant au 778e Bomber Squadron du 464e Bomber Group, va être la cible de la chasse allemande au sein de son box. Et ce ne sera pas moins que 3 Messerschmitt Bf-109 et un Focke-Wulf 190 qui s'acharnèrent littéralement sur ce B-24 Serial 41-29-412 piloté aujourd'hui par le capitaine Robert W. Hornbaker. Tout le côté latéral gauche va subir la majeure partie des dégâts dus à ces attaques. L'appareil va être véritablement troué de toutes parts et perdra même quelques morceaux de fuselage en vol. L'équipage, encore sous le choc, va constater l'incendie de son moteur numéro 1 et la perte de puissance qu'elle engendrera vont leur faire perdre de l'altitude et ils vont se faire distancer, peu à peu, par le reste de la formation. Au même instant, une multitude de nuages noirs apparaissent tout autour de l'appareil, projetant des milliers de morceaux d'acier de toutes parts. Quand tout à coup, l'un de ces obus explose littéralement à côté du poste de pilotage et encore une fois, du côté gauche de l'appareil. Le moteur numéro 2 s'enflamme à son tour, mais le plus grave vient de se produire à l'intérieur du cockpit. Le capitaine Hornbaker vient d'être tué sur le coup par des éclats d'obus qui viennent de le toucher au thorax et à la tête. La mort fut instantanée. Il avait 28 ans. À l'intérieur du cockpit, c'est la véritable confusion. Le copilote, le second lieutenant Raymond H. Birkeland, va désormais prendre les commandes de l'appareil et tenter d'éteindre les incendies sur les moteurs 1 et 2. Birkeland constate les très gros dégâts que vient de subir son B-24. Il est toujours en proie aux flammes, l'aile gauche est trouée de part en part, les pompes de transfert d'essence sont hors service et elle laisse s'échapper des flots de carburant dans la carlingue et tout ce combustible manque à chaque seconde de faire exploser l'avion en vol.
Birkeland n'a plus d'autre choix que de déclencher la sirène d'évacuation d'urgence. Le B-24, largement distancé par le reste du groupe, ne pourra pas non plus rallier la Corse. Il est désormais perdu. Ainsi, le copilote n'a donc plus d'alternative pour tenter de sauver son équipage. Il doit faire demi-tour et ramener son appareil vers la côte. Dans la panique qui règne à bord, l'opérateur radio, le Staff Sergeant Edwin G. Draney, et le mitrailleur de la Tourelle Bull, le Staff Sergeant William G. Archer, quant à eux, préfèrent tenter leur chance, même s'ils sont encore entre 20 et 25 km au large des côtes françaises en sautant au-dessus des flots. Depuis l'entrée en action de la Flak, la chasse allemande a battu en retrait. Mais, en redirigeant vers la côte son appareil, Birkeland va de nouveau s'exposer à ses défenses anti-aériennes. Néanmoins, ses efforts vont enfin payer pour tenter de maîtriser ce cercueil volant. Les extincteurs d'ailes vont réussir à éteindre le moteur numéro 2. Quant au numéro 1, celui-ci malheureusement va continuer à se consumer telle une torche et l'hélice sera mise en drapeau. Les volets et dérives de queue enfoncés à fond sur la droite, l'avion vole désormais en crabe avec le moteur numéro 3 et numéro 4 en sur-régime pour compenser la perte de puissance du côté gauche. Birkeland, encore trop loin de la côte, est de nouveau sous le feu ennemi, avec l'appareil incontrôlable, où plus rien ne fonctionne à bord, tente d'ouvrir manuellement la trappe de la soute à bombe pour permettre au navigateur, le First Lieutenant Richard B. Niles, et le bombardier, le First Lieutenant Carl E. Gain Jr., de sauter à leur tour au-dessus des flots. Quant au mitrailleur de tourelle de nez, le Staff Sergeant Denny Loffman, personne ne l'a vu s'éjecter de l'appareil durant la confusion qui régnait à bord. Ce qui nous donne, à cet instant, 5 membres d'équipage toujours à bord, dont le corps du capitaine Hornbaker, toujours à son poste de pilotage, auquel on peut dénombrer également 5 autres hommes d'équipage ayant déjà quitté l'appareil, et ceux-ci sont disséminés un petit peu n'importe où au-dessus des flots de la Méditerranée. Le B-24 arrive au-dessus des côtes et passe à la verticale des îles de Lérins. Dans une grande courbe prenant sur sa gauche, il se présente désormais face à la ville de Cannes. Toutes les défenses anti-aériennes de ce secteur sont mobilisées pour faire feu contre le B-24. Ils tireront ainsi toutes sortes de calibres en même temps. Et même les vedettes de la Kriegsmarine, qui se trouvaient à quai du port de Cannes, participèrent et l'atteindront même à plusieurs reprises, selon certains témoignages. Nous sommes dans les derniers instants qui précèdent le crash. Les membres d'équipage encore restés à bord se préparent donc à sauter. Le mitrailleur de tourelle de queue, le Staff Sergeant Roland G. Barienbruck, suivi de l'assistant mécanicien, le Staff Sergeant Lawrence E. Reinecke, et enfin le mitrailleur de sabord Alfred R. Karov saute en plein milieu du centre-ville de Cannes. Quant au copilote, le second lieutenant Raymond H. Birkeland, il bloquera les gouvernes de son B-24 pour lui permettre de sauter et de sauver sa vie à quelques secondes avant le crash. Il laissera ainsi le Stringley for Hunger finir sa course contre la colline de la Croix des Gardes. Immédiatement après cet accident, de nombreux badauds, enfants comme adultes, se précipitèrent pour voir l'étendue des dégâts. Mais l'occupant arrivait lui aussi sur les lieux. Ils chassèrent tout ce monde sans ménagement et établirent également un périmètre de sécurité en bloquant tous les accès à la colline de la Croix des Gardes pour essayer de capturer les 4 membres d'équipage qui descendaient lentement au bout de leur parachute. Quelques photos furent prises dans les jours qui suivirent sur le lieu même du crash, s'exhibant ainsi devant certaines parties reconnaissables du B-24. Les témoins décrivent une zone complètement dévastée et les très gros pins du secteur étaient sectionnés sur plus de 50 mètres de distance tout autour du site. Dans un vallon, on pouvait même reconnaître un morceau de la dérive de queue de l'appareil resté encore accroché dans un arbre, ainsi que de multiples débris éparpillés un petit peu n'importe où dans cette colline. Là, on se dirige vers la petite colline de la Croix des Gardes. En fait, on est en périphérie de la ville de Cannes, c'est ça, Philippe? C'est ça, c'est le poumon de la ville de Cannes. Allez, on y monte, on va voir ça immédiatement. Et bien entendu, je suppose qu'il n'en reste rien. L'épave a été démantelée après-guerre, bien entendu, a été ferraillée. Et c'est
comme ça. Beaucoup de canois possèdent des morceaux de l'avion chez eux. J'ai eu la chance d'en récupérer quelques-uns, on le verra plus tard d'ailleurs. D'accord. Allez, et c'est ici que l'on monte. Là nous attaquons une des montées bien sûr pour aller au sommet de la colline. Bon, eh bien on va se garer, on est arrivé sur le site, le 3e site de crash des B-24 du 25 mai 1944. Et voilà, on va se mettre juste devant une très belle sculpture. Et le monument a été inauguré le 4 juillet, jour de l'indépendance des USA, 4 juillet 1994, c'est-à-dire pour les 50 ans de la chute de l'avion, en présence du dernier survivant du B-24, le sergent Alfred Karov, qui était mitrailleur de la tourelle supérieure. Allez, on va voir ça de suite. Ah, il y a plusieurs moteurs d'entremêlés. Il y en a 4. Alors Philippe, nous voici devant, excusez-nous pour les enfants, parce que le site du crash de la Croix des Gardes est désormais devenu un parc arboré avec beaucoup d'enfants qui viennent s'amuser et se détendre. Donc, et on est un mercredi. Voilà, donc Philippe, raconte-nous un petit peu. Voilà, c'est une compilation de 4 moteurs d'avion, oui effectivement, d'une hélice Hamilton standard qui n'ont aucun lien, aucun rapport avec l'avion lui-même, bien entendu. C'est une allégorie, c'est pour représenter le crash du Liberator. Ce monument a été créé à la demande de la municipalité de Cannes, notamment Madame Françoise Vassiliadou en 1993, sous la municipalité de Michel Mouillot. Et Max Cartier, sculpteur de Levins au nord de Nice, a créé donc l'idée de personnalifier cet endroit. Et pour rappeler ce souvenir, ça fait que dès que nous arrivons, nous sommes surpris. Et là, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose près de cet endroit en tout cas. Alors c'est sûr qu'on aurait préféré des vrais morceaux et la vraie hélice du bombardier, mais en tout cas, c'est très sympa et surtout ça nous donne une perspective des tailles que pouvaient avoir les hélices de ce type de bombardier, parce que c'est à peu près le même genre. Hein. Cette hélice, c'est la même qui était montée. C'est la même. C'est une Hamilton standard, hydromatique, qui fait 3,54 m de diamètre et qui pèse quasiment 300 kg. Sur un B-24, il y en avait 4 comme ça. Tu nous diriges désormais vers une stèle? Vers une seconde stèle, puisque cet équipage a été commémoré à 2 reprises, donc par le monument de Max Cartier en 1994 pour les 50 ans de la chute, mais pour les 30 ans de la chute en 1976, à la demande de Madame la Comtesse de Trémeuge et de Monsieur Ange-Marie Miniconi, qui était un dirigeant de réseau contre l'ennemi. Ce monument à la mémoire de l'équipage a été élevé, on voit bien d'ailleurs la date, 25 mai 1944 à gauche et 4 juillet 1976 sur la droite. Voilà. Cette plaque n'était initialement pas à l'origine présente sur cette stèle. Elle y fut apposée, il y a 10 ans de cela, par l'association Aéroreliques en collaboration avec la mairie de Cannes ainsi que la participation des familles américaines afin de mieux identifier pour les visiteurs l'équipage de cet appareil. On se dirige sur le site du crash du Liberator qui est un petit peu excentré par rapport en fait à la stèle mémoriale, et là on va se mettre un petit peu sur un point haut de façon à essayer
fait exactement? Tu connais le site d'impact? On va y aller, tout à fait. Alors, le monument est excentré, effectivement, c'est une histoire de pratique. Chaque année, au 4 juillet, est fêté l'Independence Day, donc il était bien plus pratique de faire les monuments plutôt là pour tout le monde, les personnes âgées, et ainsi de suite. Mais le crash se situe exactement... Il est là, regardez, le bosquet d'arbres avec les gros pins. L'impact du Liberator est exactement à cet endroit-là. Devant les maisons qui n'existaient pas. Les maisons qui sont là et là n'existaient pas. Bon, eh bien écoutez, on va voir cela immédiatement. Eh bien nous y voici. Nous sommes arrivés au bosquet d'arbres, au petit pin qu'on vous avait montré du monument mémoriel qui est juste en face. Et voilà, c'est au niveau de ces carrés de quelques pins que le B-24 du capitaine Hornbecker est venu s'écraser. Durant de nombreuses années après-guerre, il se racontait partout dans les environs la fameuse légende héroïque du capitaine Hornbecker, resté aux commandes de son appareil pour éviter qu'il ne se crache ainsi sur la ville de Cannes, alors que finalement, le salut de ses habitants ne tenait qu'à la chance ce jour-là, tel que cette enquête le révélera. Alors voilà, nous sommes exactement à l'endroit précis, sur une surface d'environ, en gros ça fait 100 mètres sur 200 mètres en réalité, puisque l'avion s'est ouvert en plusieurs morceaux. Et nous sommes sur un endroit précis où se trouvait la partie avant du fuselage, avec encore le corps du capitaine Hornbecker qui était parmi les vestiges. Qui c'est qui a retrouvé le corps du capitaine? Alors, il y avait à l'époque des gendarmes, bien entendu, des gendarmes français, des Allemands. Et le gendarme Paulien, avec l'adjudant Ferraud, était à Rocheville ce jour-là. Et immédiatement, il voit l'avion passer qui se fait, bien sûr, tirer dessus par les batteries. Nous allons montrer un peu plus au pouvoir où étaient situées les batteries après, allemandes. Ils ont vite pris leur vélo et par des petits chemins, puisqu'à l'époque il y avait des accès de partout, ils sont arrivés les premiers sur les lieux, avant les Allemands. Et immédiatement, instantanément, monsieur Paulien, donc le gendarme Paulien, découvre un corps parmi les débris de l'avion. Avec l'adjudant Ferraud, il s'approche et ce corps possède toujours ses plaques d'identité, ses dog tags, où dessus il y a marqué Robert W. Hornbecker. C'est comme ça que le corps est identifié. D'accord, il est identifié instantanément et malgré en fait les brûlures qu'a dû subir le corps et tout ça, ils arrivent à lire de suite. Absolument, instantanément ils arrivent à lire. Quand les Allemands sont arrivés, ils ont vu les gendarmes, bien sûr ils se sont rapprochés d'eux. Les gendarmes leur ont fait constatation du corps et de la plaque d'identité et ont laissé faire bien entendu l'occupant. Nous allons laisser un instant Philippe et rappelez-vous, pendant ce temps, 4 parachutes tombent toujours sur la ville et le destin funeste va toucher l'un d'entre eux. Il s'agit du sergent Renneke. Découvrons son histoire de suite. Bon voilà, on est devant en fait une propriété privée avec un immeuble. Mais ici, à l'époque, il y avait une petite villa, celle du docteur Faux. Et c'est dans cette villa qu'est tombé le corps du lieutenant Renneke qui malheureusement, bien, son parachute ne s'est pas ouvert. Alors je prends un petit peu de distance parce que d'après nos écrits, il est tombé, regardez, pile poil sur les palmiers qui sont là. Regardez. Revenons désormais sur le site du crash où Philippe nous expliquait ce que deviendront ces 2 victimes récupérées par les Allemands. Alors, comme tu parles du capitaine Hornbecker, de ce que j'ai pu comprendre, parce que bien entendu, on s'est un petit peu inspiré du sujet avant de venir, je crois que le capitaine est inhumé en fait à 2 pas d'ici. Alors, exactement. Lorsque l'avion donc s'écrase le 25 mai 1944, on retrouve le corps du capitaine Hornbecker, on retrouve le sergent Renneke dans la villa du docteur Faux que nous avons vu tout à l'heure. Il y a les 3 prisonniers de guerre, qui sont prisonniers de guerre maintenant, les 3 aviateurs survivants, seuls 3 sur 10. Et les 2 corps vont être amenés en milieu
Là, ça sera plutôt la fin d'après-midi, puisque l'appareil est tombé aux alentours de 13h30, 14h. En fin d'après-midi, les corps du sergent Reineke et du pilote sont récupérés et sont dirigés à la morgue de l'ancien hôpital de Cannes qui était à Saint-Dizier au Suquet. Voilà. Partant de là, une rapide identification est faite par les soldats allemands. Les rapports sont faits, d'ailleurs tout est spécifié dans les rapports que nous possédons à ce sujet, par les Allemands. Et les deux corps passent 2 jours à la morgue. Et le 27 mai 1944 sont inhumés au carré militaire du cimetière du Grand Jas, qui est le principal cimetière de Cannes. Et Vu que la végétation du site nous empêche d'apercevoir correctement ce cimetière face à nous, prenons un peu de hauteur afin de mieux l'observer. Après la guerre, les services, les Grave Registration, les services des tombes américaines militaires, ont fait appel à toutes les familles pour savoir s'ils voulaient que les corps de leurs proches tués donc en temps de guerre sur un théâtre d'opération, donc ici donc la Méditerranée, resteraient dans le cimetière militaire sur place. Chez nous, ça sera Draguignan, donc le cimetière militaire américain de Draguignan, ou rapatriés aux USA. Et à la demande des familles, bien entendu, sur les frais de l'État, bien entendu, les dépouilles du capitaine Becker et du sergent Reineke ont été récupérées, rapatriées et sont inhumés tous les deux aujourd'hui, curieusement aussi dans le même état du Kansas. D'accord. Eh bien, nous voici au lieu dit Montée-Bellevue. C'est en fait le lieu où a été parachuté le copilote de notre appareil. Et lors de sa descente en parachute, celui-ci s'est entortillé sur un poteau électrique. Mais c'est au même emplacement que le sous-lieutenant Burklin a atterri. Son parachute s'est pris dans le haut du parachute et il s'est retrouvé, le sous-lieutenant Burklin s'est retrouvé à environ 50 cm, un petit mètre à les pieds du sol. Il ne touchait pas le sol à cause de son parachute. C'est alors que la maison Bella Vista, qui est là, qui est toujours là, la maison Bella Vista est là, et M. Bella Vista est vite sorti, parce qu'il entendait ce qui se passait, il y a eu des tirs, il y a eu l'avion qui s'est écrasé, ça fait beaucoup de bruit. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme accroché au parachute, c'est sous-lieutenant Burklin. Il va l'aider à se désharnacher, mais il ne peut pas enlever le parachute, parce que le parachute est pris sur le poteau. Il va vite l'amener chez lui. Mais les Allemands étaient en effervescence, et bien sûr ils ont suivi des yeux de partout, les parachutes pouvaient tomber, il y a eu le crash, dans l'explosion, l'incendie à la croix des gardes de l'avion. Et rapidement, en moins de 10 minutes, ils sont dans le quartier, ils fouillent toutes les maisons. Le parachute est visible de loin. Il marque l'endroit. Je veux dire, l'occupant, il n'a pas eu beaucoup à chercher en arrivant. Et s'il voit un parachute ici, il fait les 4 maisons aux alentours. Voilà. 2-3 perquisitions et c'est vite réglé. De plus, c'est un cul-de-sac, bien entendu. Là, c'est un cul-de-sac, ça ne peut pas aller plus loin. Les Allemands donc, pénètrent dans la maison de M. Bella Vista, bien sûr, récupèrent le sous-lieutenant Burklin, il sera prisonnier donc de guerre, et à ce moment-là, il est spécifié à M. Bella Vista de ne plus sortir de chez lui parce qu'il va avoir des comptes à rendre à la commandature. Partant de là, M. Bella Vista, il va prendre sa famille, il va s'en aller de chez lui, et il va être résistant dans le département des Alpes de Haute-Provence. Donc, on va continuer notre périple, on va aller voir 2 autres sites où, cette fois-ci, des membres d'équipage sont tombés, parce que là, on était sur le copilote. On va voir qui désormais. Il reste donc 2 sites où ont atterri les 2 derniers hommes, c'est-à-dire vivants, et ils ont été capturés aussi, le sergent Alfred Karov, qui était le mitrailleur de Tourelle supérieure, et le sergent Roland Barienbruck, qui était lui le mitrailleur arrière de la Tourelle. On y va de suite. L'actuel propriétaire des lieux, encore merci à elle, va gentiment nous autoriser à filmer chez elle de façon à voir avec plus de détails le site exact où Alfred Karov est tombé ce jour-là. Bon, Philippe, nous voici à l'adresse indiquée et on a eu l'aimable autorisation de la propriétaire d'aller filmer, eh bien, tenez-vous prêts, le site sur lequel le parachutiste, monsieur Alfred Karov, est tombé. Donc, on se dirige sur un figuier, c'est ça ? Tout à fait.
C'est vraiment le petit second, c'est ça. Voilà la belle bâtisse du 3 du chemin des Tignes où le sergent Alfred Karov a été fait prisonnier par 2 soldats allemands. Il se situait à quelque chose près, quasiment à mon emplacement. Bien sûr, la végétation a poussé depuis. Les 2 Allemands le suivaient avec leur vélo, des yeux, ont vu où il est tombé, surtout ce grand parachute blanc, bien entendu, qui était accroché sur le figuier qui est perdu dans la végétation. Ils n'ont eu aucun mal pour venir et l'arrêter. Alfred Karov a voulu s'échapper, tel qu'il nous l'a expliqué, de ce côté-là, parce qu'il voulait éviter la rue, c'était évident. Mais à peine il a fait 2 pas, les Allemands ont visé et ont tiré sur ses côtés, devant, derrière. Immédiatement, le sergent Karov s'est arrêté et a levé les mains. La guerre, pour lui, était terminée. Il la finira en camp de prisonniers de guerre au camp de Gross-Tichow, en Pologne. On se dirige maintenant sur... Alors nous allons maintenant l'endroit où le dernier parachutiste est tombé. Sur le dernier endroit, à Rocheville, aujourd'hui il y a un rond-point à la place de l'épicerie. Il y avait une épicerie. Bon, on va visiter ça de suite. Voilà, alors, nous sommes ici à Rocheville, le Canier Rocheville, donc au nord de Cannes. Nous sommes à l'emplacement précis où il y a le palmier. Il y avait à l'époque, donc ce vieux palmier tout ratiboisé, à l'époque à la place du rond-point, il y avait une épicerie, l'épicerie FEA, F-E-A, des gens très bien que j'ai connus puisque l'épicerie a existé jusqu'au milieu des années 70. Le sergent Barienbrück, qui était le mitrailleur de la tourelle arrière du B-24, lorsqu'il saute, eh bien, il atterrit quasiment sur le toit de l'épicerie FEA. Son pied, un de ses pieds se prend dans le store roulant, tout est ouvert, on est en plein jour, et le store, il casse une charnière du store qui se déroule et qui ferme complètement l'épicerie FEA. Mais tout comme le sergent Karov et le sous-lieutenant Birkeland, le copilote, les Allemands sont là, ont bien suivi d'où tombait Barienbrück, et c'est ainsi que le sergent Barienbrück est fait capturer immédiatement. Il a été amené là pour être interrogé. Puis ils ont été dirigés sur Nice, puis Toulon, Marseille, l'Allemagne. Ok. Et ils ont fini dans l'Archtalak, c'est ça que tu disais ? Ils ont fini dans... Mais Barienbrück et Karov étaient ensemble, à Gross-Tichow en Pologne. Et le sous-lieutenant Birkeland, lui, a été à Moselle. C'était un camp d'officiers. D'officiers pilotes ? Ah, absolument. Les officiers étaient qu'entre eux. Ok. Nous voici actuellement devant le cimetière américain de Draguignan et nous allons terminer ce reportage sur cette journée du 25 mai en allant se recueillir sur 2 tombes des pilotes de l'avion, rappelez-vous, de Daguet, celui perdu dans la forêt, car les 2 corps avaient été identifiés formellement par les Allemands et du coup ils ont été ensuite inhumés dans différents cimetières pour finir dans celui-ci. Donc déjà nous allons retrouver la tombe de ces 2 personnes et ensuite on va tenter de retrouver les noms des 11 membres d'équipage de l'appareil perdu au large de Cannes, le tout premier de ce reportage, et bien entendu des 5 sur l'appareil de la Croix des Gardes qui ont eu un destin tragique en se parachutant et en disparaissant en mer. Donc on va tenter de retrouver les noms de ces protagonistes sur le mur des disparus qui se trouve Bon, Philippe nous a retrouvé la tombe d'un des membres de l'équipage. Alors celui-ci, c'est un des membres du 2e crash, celui qui est tombé dans la forêt d'Aguet.
Et on vient sur la tombe de Harry E. Lovell. Voici donc pour Harry Lovell. Et désormais, on va tenter de retrouver son compagnon d'infortune qui se trouve quelques lignes plus loin. Allez. On va avoir une petite pensée pour lui également. Voilà. Robert A. Junior. Compagnon d'infortune, bien sûr, de Harry Lovell. Ils ont été inhumés côte à côte tous les deux à Haguet dans les deux tombes. Avec Philippe, eh bien, on est en train de s'apercevoir que tous les noms de nos protagonistes ne figurent pas sur le mur des disparus. Naïvement, je m'attendais vraiment à retrouver au moins nos 11 noms de notre appareil de Cannes, à voir au moins les 11 noms ici. Eh bien non, ça va être un petit peu compliqué de savoir où sont les autres noms. On en a quelques-uns disséminés, donc on a la liste Medwin. C'est, voilà, 464 bombes en plus, tout correspond. Voilà, c'est bon. Donc sur ce mur, déjà, on est en capacité de retrouver 4, je me trompe pas avec mes doigts, 4 des 5 personnes disparues sur le crash de la Croix des Gardes. Donc on commence par le premier. Jane Carl. Et voici donc le 4e et dernier de cette liste, Niels Richard. Bon, eh bien écoutez, c'est comme ça que nous allons achever ce petit reportage, pas si petit que ça, parce que il est déjà assez long sur ces 3. Alors, petite pointe de déception de ne pas avoir les noms de tous nos protagonistes. Mais voilà, on est venu ici avoir une pensée pour eux. Merci énormément à monsieur Philippe Castellano de nous avoir servi de guide durant tout ce périple et d'avoir mis toute son expertise, ses années d'expérience sur ces dossiers et qu'il a œuvré pour retrouver toutes ces informations. Philippe, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Au grand plaisir. Au grand plaisir. Et voilà, surtout une très grande pensée pour ces libérateurs qui sont venus donner de leur vie pour notre libération. Allez,